Et ça aussi, ça fera avancer le débat. Et moi, j'ai été frappé en échangeant cet été au moment justement du 60e anniversaire, ce fait qu'aujourd'hui, on dit « Ah, mais le droit international humanitaire, en fait, c'est connoté aujourd'hui et c'est une façon détournée de taper sur Israël. » Alors que, on revient à ce qui se passe à l'est du Congo, ce qui s'est passé à Sri Lanka au début de l'année, ce qui se passe chaque jour en Somalie. C'est quelque chose de terriblement urgent, évident pour protéger des populations. Et donc, alors, deux autres pistes sur les perspectives. Je pense qu'effectivement, il faut choisir ses combats. Et manifestement, il y a un combat qu'on a tous raté cette année, c'est celui du Sri Lanka. Il y a eu manifestement une faillite collective et des ONG dans leur capacité à interpeller rapidement et suffisamment fort, et de la mobilisation du Conseil de sécurité. Et c'est probablement sur ces marges-là, on ne fera pas bouger les Chinois et les Russes sur l'Ossétie du Sud ou sur le Tibet, mais peut-être que sur ces marges-là, on peut peut-être aller plus fort. Et puis l'autre chose, c'est ceux qui s'estiment être les champions du droit international humanitaire, eh bien, qu'ils soient cohérents jusqu'au bout dans leurs éléments de langage. Pourquoi dans son discours, très beau discours du président Sarkozy sur le 150e anniversaire de la Fédération au début du mois de mai, des éléments très forts en faveur de la responsabilité de protéger, on condamne très fort le gouvernement soudanais, zimbabwéen, sri-lankais, pas un mot sur ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés par exemple. Voilà. Merci, vous nous donnez des éléments pour l'imminente conclusion qu'il va nous falloir faire, puisqu'il nous reste, je crois, 5 minutes. Mais auparavant, je voulais donner la parole à Philippe Riefmann, et puis ensuite, je me retournerai vers nos intervenants pour justement cette conclusion. Philippe Riefmann. Je crois que le précédent intervenant a dit déjà les choses que je voulais dire. Je crois que moi, je suis quand même toujours très, très réservé face à une sorte de position qui reviendrait à dire que tout était parfait dans le droit international humanitaire et depuis quelques années, tout est en train de se déglinguer. Il y a toujours, enfin, ça fait 60 ans que les conventions de Genève, mais ça fait à peu près un siècle et demi, il y a toujours des avancées, des reculs, c'est quelque chose de très très imparfait et qu'on ne peut pas déconnecter des réalités politiques, de l'état des relations internationales et du durcissement, par exemple, actuellement, de la souveraineté des États, tel qu'il vient d'être évoqué au Sri Lanka. On a des États qui sont forts, qui sont souverains, qui ont qui ont des alliés puissants. Le Sri Lanka, et ce que vous venez de dire est tout à fait exact, mais ça se passe au quotidien. Il y a 200 à 300 000 civils tamouls qui sont enfermés dans des camps au nord du Sri Lanka et dont la situation est épouvantable. Mais les violations du droit humanitaire au Sri Lanka, elles ne datent pas de maintenant. Dans la zone que contrôlait le LTTE, il y avait des violations permanentes, et dans la zone gouvernementale, il y en avait aussi. Et il y a des situations de ce type, on le voit très bien au Sri Lanka. Il y a un pays qui a des alliés puissants, et pas que la Chine et la Russie, des pays à régime démocratique tels que l'Inde, le Japon, quelques autres. Il est bien inséré dans le jeu des relations internationales, et donc il n'y a aucun consensus au Conseil de sécurité concernant le Sri Lanka. Donc la situation, le droit international humanitaire trouve là effectivement ses limites, et l'action humanitaire de façon générale, dans la mesure où un État reste à ce moment-là maître chez lui et qu'il n'y a pas de consensus, donc le droit humanitaire n'arrive pas véritablement à s'appliquer dans un cas comme ça. On a des tas d'autres exemples tels qu'ils ont été cités. En Afrique, il n'y a pas que la RDC. Ce qui s'est passé pendant des années dans le nord de l'Ouganda, aussi bien du côté de la LRA que du côté du gouvernement avec les populations accueillies. Donc on a des tas d'exemples de cette nature. Donc moi, je suis assez intéressé par la position d'Yves Sandoz. C'est des avancées, des reculs. Il ne faut pas céder sur le noyau dur. Il ne faut pas s'illusionner non plus sur les possibilités. J'avais donc deux petites questions, si tu permets, à poser, parce que je ne veux pas être plus long. Le débat pourrait se poursuivre longtemps. Court. Une, tout de même, sur la responsabilité de protéger. Je suis d'accord que ça ne s'applique pas, mais ça ne s'applique pas peut-être pour certaines raisons que je viens de dénoncer. Ceci étant, c'est un peu plus qu'un concept. Monsieur Florence, ça a été voté par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ni Kouchner ni Betati, c'est Kofi Annan et effectivement des juristes de l'ONU. C'est le Conseil de sécurité qui l'a voté et c'est l'Assemblée générale. Donc c'est intégré théoriquement au droit de New York. Simplement, il n'y a pas de champ d'application. Et une question à Yves Sandoz. Je suis un peu surpris par son exemple du Mexique. On n'est pas dans la situation d'un conflit armé non international. Est-ce que là, tout simplement, ce n'est pas le droit pénal national et le droit pénal international, mais indépendamment des conflits armés, qui s'appliquent? Pourquoi est-ce que vous faites cette référence, même s'il est de fait que le gouvernement mexicain a perdu le contrôle d'une partie de son territoire? On n'est pas dans un conflit armé.
Une minute pour Yves Sandoz. Oui, c'est un peu court. Non, non, c'est fait allusion au Mexique parce qu'il y a finalement des groupes armés criminels qui ont un niveau d'hostilité qui correspond presque à celui de partis à des conflits armés, mais qui n'ont pas du tout, finalement, au niveau de leur idéologie, la moindre intention d'appliquer le droit humanitaire. Alors ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. On emploie l'armée, au Mexique, on emploie l'armée au Mexique, et c'est une vraie question qu'il faut se poser par rapport à ce type de situation qui serait couverte théoriquement uniquement par les droits de l'homme. On doit se poser des questions. Une seconde maintenant pour la question du droit humanitaire. Deux choses. Ce que j'ai voulu dire, c'est pas que le droit humanitaire, lui, est dépassé, essoufflé. Je veux dire, c'est que le message, dans un cas comme celui israélo-palestinien du droit humanitaire, qui dit, indépendamment de la situation, respecter certaines valeurs fondamentales, ce message-là a de la peine à passer si pendant des années, rien n'est fait au niveau de la situation de fond. Ça c'est une véritable difficulté. Le mépris du droit international, dans la durée, rejaillit sur le droit humanitaire. Mais ce droit humanitaire, au fond, et c'est ça qui est essentiel, les principes qui sont à la base de ce droit humanitaire, je les rappelle, compassion, respect de la dignité, solidarité, c'est des principes tout à fait essentiels. On a reconnu qu'ils étaient applicables même en temps de guerre. Et je crois que le grand défi qu'on aura dans les années qui viennent, c'est de l'appliquer même en temps de paix. Parce que face aux grandes catastrophes qui nous attendent, aux catastrophes écologiques et autres, j'espère que cette communauté internationale saura respecter ces principes de compassion, de solidarité et de respect de dignité de chacun. Voilà ce que je dirais en conclusion. Ça sera votre conclusion.